Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre ce journal rétrospectif. Commençons tout d'abord par l'actualité de ce dimanche 28 avril 2013. La loi sur la réforme de la CENI a été promulguée par le chef de l'État. L'Assemblée nationale dispose de 45 jours pour installer les nouveaux organes de cette institution électorale. Réforme de la police nationale congolaise. La 8e réunion a eu lieu au courant de la semaine qui s'achève et le gouvernement a invité tous les acteurs à ce processus à s'impliquer davantage pour la réussite de cette réforme. Enfin, recensement général de la population. Le gouvernement confirme le début de l'opération pour l'année prochaine. Le ministre du Plan l'a confirmé au sénateur lors d'une question orale lui adressée par le sénateur Raymond Ramazani. Voilà tout pour les titres de ce journal. Bonsoir, je vous le disais en titre, le chef de l'État a promulgué hier à Lubumbashi la nouvelle loi modifiant la Commission électorale nationale indépendante telle que votée par l'Assemblée nationale. Le texte promulgué indique que la CENI comprend 13 membres. Elle est dotée de 2 organes, à savoir l'Assemblée plénière et le bureau, nous dit Oscar Bakandoa. Parmi les 13 membres qui composent la Commission électorale nationale indépendante, 6 sont issus de la majorité présidentielle, dont 2 femmes, et 4 de l'opposition, dont 1 femme. Les 3 autres membres proviennent de la société civile. Le bureau de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante est composé de 6 membres et son président sera issu de la société civile. Le vice-président, le rapporteur adjoint et le questeur de cette institution électorale seront issus de la majorité, tandis que le rapporteur et le questeur adjoint proviendront de l'opposition politique. 2 femmes feront partie du nouveau bureau en raison d'une de la majorité et l'autre de l'opposition. L'Assemblée est donc l'organe de contrôle et d'orientation où les différentes décisions seront délibérées. Il est demandé à l'Assemblée nationale de tout faire pour l'installation des nouveaux organes de la Commission électorale nationale indépendante dans un délai de 45 jours à compter du samedi 27 avril où cette loi a été promulguée. L'Assemblée nationale avait adopté depuis décembre 2012 le projet de loi modifiant la loi du 28 juillet 2010 qui créait la CENI. Au lendemain de l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI, la nouvelle société civile congolaise avait estimé que malgré les modifications apportées, cette institution était politisée à outrance. 2 membres du gouvernement à la Chambre haute du Parlement, le ministre de l'Intérieur et celui du Plan, ont répondu vendredi aux préoccupations des sénateurs sur la gestion respective de leur secteur, notamment sur la carte d'identité pour le ministre de l'Intérieur et sur le recensement scientifique, cela à la suite d'une question orale du sénateur Raymond Ramazani. Les 2 membres du gouvernement ont rassuré les sénateurs sur la prise en compte de toutes les observations et propositions. Serge Koueté, Oscar Bakandoa et Jean Péquet. Ils ont répondu aux préoccupations des sénateurs. Les ministres de l'Intérieur et son collègue du Plan devraient éclairer les élus des élus sur l'absence au pays depuis plusieurs années de la carte d'identité pour citoyens congolais. Ils devraient dire aussi pourquoi le recensement scientifique n'a jamais été réalisé depuis 1984. Devant les sénateurs, Richard Mouyej-Manguezemans n'a pas esquivé aucune question parmi celles qui lui ont été posées. De la problématique de l'émission de la carte d'identité, la sécurisation du recensement, mais aussi la décentralisation et le recensement proprement dit, le ministre de l'Intérieur s'est voulu rassurant. Toutefois, rien n'est prévu au budget de cette année pour la fabrication de la carte d'identité, mais seulement plus de 30 milliards de francs congolais seront retenus au budget 2014 pour répondre à cette exigence. Il ne s'agit pas d'une mystification, mais plutôt d'un problème de son financement qui nécessite certes l'impulsion du gouvernement, mais aussi l'implication du Parlement en sa qualité d'autorité budgétaire. Son collègue du Plan, qui devrait répondre sur l'étonnement des sénateurs sur la non-organisation au pays du recensement scientifique depuis 1984, a rassuré les sénateurs qu'en 2015, ils auront les résultats fiables du recensement de la population. Le recensement général de la population de l'habitat se fera en 3 ans, soit de 2013 à 2015, l'étape la plus déterminante et la plus coûteuse étant celle du dénombrement qui devra avoir lieu en 2014. L'auteur, qui s'est dit satisfait des réponses du ministre,
a formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. À travers lui, je m'adressais à l'ensemble de l'exécutif pour l'inviter à considérer les conditions de l'accessibilité des documents et des actes administratifs. Le gouvernement est invité à mettre de l'ordre afin que chaque citoyen, quel que soit son revenu, puisse y avoir accès. Les sénateurs ont pris acte des déclarations des membres du gouvernement. Ils veulent cette fois-ci le voir à travers les actes. Parlons des questions liées aux réfugiés, précisément des réfugiés rwandais. Il en était question à Pretoria, en Afrique du Sud. Le ministre de l'Intérieur a pris part à cette rencontre. De retour à Kinshasa, Mouyej Mans a présenté jeudi à la presse les préalables de la RDC pour espérer une issue favorable à cette situation. On l'écoute au micro d'Oscar Bakandoa. Notre pays a signé avec le Rwanda et le HCR le 17 février 2010 à Goma un accord tripartite. Et le 30 juillet 2010, dans la même ville, des modalités pratiques de rapatriement. À ce stade, la République démocratique du Congo propose la réalisation des préalables suivants pour espérer une issue durable à cette problématique. L'organisation en urgence d'une réunion tripartite RDC, Rwanda, HCR en vue de l'évaluation et de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé à Kigali le 17 février 2010 et ses modalités pratiques conclues le 30 juillet 2010 à Goma. La réalisation avec l'appui de la communauté internationale de l'enregistrement de tous les réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo dans les zones accessibles et d'accès difficile. L'invocation et l'acceptation de la clause de cessation après la mise en œuvre de l'accord tripartite et de ses modalités pratiques en vue de permettre à tous les réfugiés rwandais ayant opté pour le rapatriement de rentrer dans la sécurité et la dignité dans leur pays d'origine. En conclusion, la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la logique du respect des règles internationales. Notre pays, qui a les gros des effectifs des réfugiés rwandais, a le même droit que les autres pays d'asile. Les jours passent et se ressemblent. Malheureusement, dans le Nord Kivu, la situation dans ce coin du pays demeure imprévisible selon la MONUSCO. Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de l'agence onusienne, dénonce cependant le recrutement forcé des civils par le M23. Il a dit le mercredi dernier en son quartier général lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. Reportage. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, des combats ont éclaté à Roubaré entre les éléments d'un nouveau groupe armé dénommé les Forces de défense pour les intérêts du peuple congolais et le M23. Pour le porte-parole militaire, le M23 continue le recrutement forcé des civils dans les localités sous son occupation, ce qui a conduit au renforcement militaire de la MONUSCO autour de la ville de Goma. Pour ce qui nous concerne, nous continuons à mener nos actions sans relâche, avec détermination, avec engagement, en essayant de prévenir ou en tout cas d'arrêter toute exaction qui est adressée contre les populations civiles. Quant aux préparatifs du déploiement de la brigade d'intervention dans les tout prochains jours dans la partie est du pays, Félix Prosper Basse est plutôt confiant et affirme que le commandant chargé pour mener cette opération est déjà arrivé à Goma. Les travaux sont très avancés et d'ailleurs je saisis l'occasion pour vous dire que le général commandant cette brigade, le général James Mwaki Bolwa, qui va commander cette brigade d'intervention, est arrivé à Goma depuis hier avec un détachement précurseur de son état-major pour prendre en compte l'évolution de toute la situation. Mais toutes les sections sont impliquées dans la préparation au déploiement de cette force-là. Par ailleurs, la MONUSCO se dit inquiète sur la situation au centre du Katanga depuis l'évasion de Gédéon Tanga en 2011. Sur le plan humanitaire, 2012 a vu une hausse alarmante des déplacés à l'interne. Le procès du général Jérôme Kakwavu s'est poursuivi samedi à la Haute Cour militaire. À cette audience, la requête des avocats de la défense sur la descente de la Cour en Ituri a été soumise au débat. Cependant, il a été demandé à la défense par la Cour de lui faire parvenir cette requête par écrit avant de se prononcer. Marie-Jeanne Bibomba pour le commentaire.
Au cours de ce débat, les avocats de la partie civile sont d'accord sur le plan de principe. Par contre, le ministère public ne voit pas l'opportunité de ces déplacements, étant donné que l'instruction de la cause tend vers la fin. Pour la partie récurrente, il sera question d'interroger au cas par cas les victimes et témoins des viols, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que les personnes de charge citées par le prévenu, le général Jérôme Kakouavou. Face à ces débats interminables, le général Delphin Nyembo apaise les esprits. Quel est l'élément obscur au niveau de la défense, au niveau de la partie civile, au niveau du ministère public, qui nécessite un éclaircissement sur le terrain? La Cour rappelle que la mission est de la défense, la mission de toutes les parties, et la défense, et la partie civile, et le ministère public, c'est de convaincre le tribunal, c'est de convaincre la haute cour sur l'établissement ou le non-établissement des faits, des ferrés. Après avis des parties, la Cour a renvoyé l'audience à vendredi 10 mai prochain. La 8e réunion de suivi sur la réforme de la police s'est tenue vendredi à l'Hôtel du Fleuve. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a affirmé que le gouvernement a déjà adopté le plan d'action quinquennal budgétisé de la réforme de la police. Cela entre dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. Cette réunion avait regroupé les représentants du gouvernement congolais et ses différents partenaires, mais aussi les bailleurs de fonds impliqués dans ce processus. Oscar Bakandoa. Cette 8e réunion du comité de suivi de la réforme de la police avec les bailleurs de fonds vient concrétiser les priorités du ministre de l'Intérieur qui s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État ainsi que d'action du gouvernement. Devant une foule immense composée des membres du gouvernement, des corps diplomatiques, bailleurs de fonds et des responsables des polices, le ministre de l'Intérieur a reconnu l'évolution de cette innovation qui a opté pour une police accessible et à l'écoute de la population. Les principaux objectifs de ce programme d'action sont présentés à l'assistance. Il définit les priorités du gouvernement dans la réforme de la police. Il permet aux partenaires techniques et financiers de s'aligner sur les priorités définies par le gouvernement congolais. Richard Mouyej Manguezemans a invité tout le monde à s'approprier ce plan. Le plan d'action quinquennal n'est pas uniquement le plan du gouvernement. C'est aussi le plan de la police, des partenaires internationaux, de la société civile et de la population. C'est notre plan à nous tous pour la réforme de la police. Les lois cadres de toutes les forces de police qui ont existé n'ont jamais bénéficié de textes d'application. Pour le général Michel Elessé, secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, il faut rechercher et apporter de l'expertise internationale dans l'élaboration de dits textes, car il n'y a pas de référence nationale en ce domaine. À Kampala, les pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement rebelle M23 semblent faire du surplace. Nombreux sont ceux qui se posent la question sur l'intérêt accordé à ces assises qui n'ont que trop duré. Mais pour François Mwamba, expert du gouvernement, la balle est dans le camp de la médiation qui traîne à convoquer la plénière pour examiner les propositions des deux parties. Il a été joint vendredi au téléphone par Oscar Bakandoa. Est-ce que Kampala, après la signature d'Addis Abeba et l'obtention de la décision des Nations Unies 2098, est-ce que Kampala sert encore à quelque chose? La réponse est clairement oui. L'opinion doit se considérer que depuis que nous sommes à Kampala, depuis 5 mois, même s'il y a encore des souffrances, c'est vrai, inadmissibles dans les zones de Rutshuru, il n'y a pas eu de combat entre les rebelles et notre armée. Nous sommes revenus dans l'espoir de trouver ici une réaction à notre document de la part du M23. Ce n'est pas le cas. En une semaine, ils ont tout leur temps, mais ils ont fini eux-mêmes par élaborer et déposer entre la médiation leur propre vision de la fin des travaux. Tout le monde connaît ce document, il est sur Internet. Ce que nous avons obtenu depuis qu'ils ont déposé, c'est-à-dire depuis au moins 5 jours,
soit à l'Ouganda, de mettre sur la table des documents officiels pouvant servir donc des documents finaux, après avoir étudié les documents de la délégation de la République du Congo, déposé au mois de mars, après avoir étudié celui qui vient d'avoir via M23 depuis un peu plus d'une semaine. Comme j'indiquais, il appartient à cette délégation en tant qu'arbitre d'être sur la table, une proposition qui puisse être discutée et signée. C'est là où on en est très précisément. Donc nous sommes assez surpris de voir que l'une des parties, c'est-à-dire le M23, depuis hier, est en train de s'agiter, alors même que ce document final venant de l'Ouganda n'est pas sur la table. Ça semble être une fuite en avant. Clôture vendredi de l'atelier sur le lancement et la vulgarisation de la circulaire contenant les institutions relatives à l'exécution de la loi des finances 2013. Pendant 2 jours, les participants aux assises ont formulé des recommandations. Il s'agit entre autres de la maximisation des ressources budgétaires et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. C'était en présence du ministre du Budget à Romeo Golf dans la commune de la Gombe, Jemima Mogo et Jean-Loup Mossi. Les participants ont au cours de ces 2 journées de réflexion la possibilité d'en savoir plus sur les 2 documents de la bonne application sur le budget de l'État pour l'exercice 2013. À cette occasion, le directeur chargé de la paye au ministère du Budget n'a pas manqué de recommander aux participants le respect des procédures d'exécution des opérations des recettes en RDC. Les gestionnaires et les contrôleurs de crédit devront désormais avoir constamment à l'esprit l'objectif de maximisation des ressources budgétaires et de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Secundo, la transparence, la sincérité des comptes, celle de l'évaluation et la responsabilité dans l'exécution quotidienne de nos tâches. Quant à Daniel Moukoko Samba, ministre du Budget, la sensibilisation de cette loi reste un préalable à la bonne exécution des dépenses publiques. C'est pour faciliter l'application de la loi dans l'encadrement des recettes comme pour essayer de responsabiliser. Ce que moi j'attends, c'est que tout le monde ait bien compris le budget en tant que traduction chiffrée de la politique. La vulgarisation de la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la loi des finances 2013 permettra à tous les gestionnaires de crédit et contrôleurs budgétaires de contribuer significativement à la traçabilité dans la mobilisation des ressources budgétaires et surtout à un meilleur encadrement des dépenses publiques. La révision du code minier de la RDC, la question était au centre des échanges du 2e forum des opérateurs économiques, membres de la FEC du secteur minier. Ouvert mercredi à l'hôtel Memling dans la commune de la Gombe, ces assises ont permis de faire une lecture attentive et critique de l'avant-projet de la révision du code minier du gouvernement afin d'y apporter des contre-propositions pour le bien-être de tous. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo. Pendant 2 jours, les opérateurs économiques du secteur minier vont réfléchir ensemble sur la manière de préparer les prochaines négociations, de refaire une lecture attentive et critique de l'avant-projet du code minier révisé du gouvernement en vue d'évaluer son impact. Cela va aboutir à des contre-propositions pour trouver des solutions accrues aux problèmes du secteur minier. En raison de l'importance de ce forum, dont l'objectif principal croise en si bon chemin la vision de la Chambre des mines, à savoir que le code minier adopté en 2002 a été jusqu'à ce jour l'artisan principal du retour des investissements miniers en RDC. La révision du secteur minier est un exercice capital, reconnaît la Fédération des entreprises du Congo. Simon Tumawaku, vice-président national en charge de mines, précise que ce forum va préparer les arguments et les personnes ressources qui apporteront leurs amendements pendant les concertations sur l'avant-projet de révision de ce code. Pour le patronat congolais, ceci devrait être une occasion d'apporter des solutions aux vrais problèmes qui rongent les secteurs miniers. Nous attendrons des juristes et mandataires en mines et carrières, des fiscalistes, des déclarants de douane, des environnementalistes, des experts en responsabilité sociale et autres économistes ici présents, une contribution particulière, non seulement en termes de critique du projet du gouvernement, mais aussi et surtout en termes de propositions d'amendement pour rendre le nouveau code minier plus attractif. À l'issue de ces assises,
Une feuille de route du secteur minier sera élaborée filière par filière en concertation avec le ministère de Mines pour mener à bien cette réforme. L'épouse du chef de l'État était samedi, Alex Mamayemo. Marie-Olive Lembe-Kabila est allée donner personnellement le coup d'envoi de l'opération des malformations et des cécités. Les malades seront opérés gratuitement par 2 ONG espagnoles. L'opération devrait s'étendre sur une durée d'au moins 10 jours. Motif de fierté pour la première dame du Congo qui, par ce geste, vient à la rescousse de ses compatriotes infortunés. Reportage. 17 médecins espagnols des 2 ONG, Baraker, qui s'occupe des cas d'ophtalmologie, et Claros, des malformations faciales, sont à Kinshasa à la demande de la première dame de la République démocratique du Congo pour procéder aux interventions notamment des cataractes, fente labiale, goitre et autres malformations. Marie-Olive Lembe-Kabila, frappée par le deuil car elle a perdu son père, n'a pas voulu, malgré ça, manquer le démarrage de ses opérations à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Olive Lembe-Kabila est confiante du résultat attendu. Je suis éprouvée, malheureusement. Ça ne me permettra pas de pouvoir suivre les programmes comme je l'entendais par moi-même. Mais j'espère pour eux que ça se passe bien et j'espère que Dieu va nous aider pour que l'on n'ait pas de cas malheureux. Bien que la demande est forte, le coordonnateur du projet, Joseph Duro, assure que son équipe fera le maximum pour répondre à l'attente d'Olive Lembe-Kabila. Le but de ces 2 équipes, c'est de faire le maximum dans le temps minimum avec un résultat qui soit le meilleur possible. Une visite guidée dans toutes les salles destinées à accueillir les patients et des blocs opératoires a permis à Marie-Olive Lembe-Kabila et à sa délégation de voir comment les médecins espagnols assistés des Congolais opèrent les malades. Quelques femmes bloquées par manque de moyens ont vu leurs factures réglées par l'épouse du chef de l'État qui, malgré son deuil, a offert son amour maternel et soutien à tous ces vulnérables qui attendent de subir une intervention gratuite grâce à son appui. Vous le savez déjà, le monde entier s'est mobilisé cette semaine pour lutter contre le paludisme, une maladie qui fait des dégâts en Afrique subsaharienne. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le ministre de la fonction publique, qui fait l'intérim du ministre de la Santé, appelle à une forte mobilisation pour lutter contre cette maladie. Jean-Claude Kibala a annoncé le thème de la campagne, maintenir les progrès, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. Suivez un extrait de son message au micro de Rosa Wazi. L'axe prioritaire de l'action gouvernementale, notamment l'appui aux activités du programme national de lutte contre le paludisme. C'est dans cette perspective que le gouvernement compte poursuivre, avec l'appui des partenaires de l'initiative Faire reculer le paludisme, la distribution au cours de cette année 2013 de plus de 11 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en sigle MILD. Ces moustiquaires vont s'ajouter aux 17 millions distribués en 2012 ainsi qu'aux 10 millions distribués en 2011. Que faire donc pour pérenniser la liste et investir durablement dans l'avenir? Il suffit d'observer strictement certaines mesures préventives recommandées. Le paludisme peut donc être vaincu. Il suffit de prendre la décision et l'engagement de le vaincre. C'est sur cette note d'espoir que je vous invite tous à vous serrer les coudes pour contribuer à l'élimination de la malaria en République démocratique du Congo. Une décennie d'existence, les témoins donnent la mention distinction au comité de gestion du marché de la liberté. Ils invitent par ailleurs la population riveraine de s'approprier cette initiative dans la vision de Mosée Laurent-Désiré Kabila et aussi au comité de gestion de poursuivre avec sa gestion transparente dans le but de pérenniser cette œuvre. Les festivités se sont clôturées vendredi après 3 jours d'intenses activités. Rosine Martin Bouyamba et Serdi Kindibou nous font revivre ses 10e anniversaires. Suivez. Le marché de la liberté Laurent-Désiré Kabila, première réalisation de la révolution de l'AFDL. L'initiateur de ce projet, Laurent-Désiré Kabila,
avait voulu innover en construisant ce marché moderne. Le comité de gestion est conscient de la charge dont il est appelé à assumer. La chargée de mission, Fatouma Louhale Mangaza, attend la participation du gouvernement pour accomplir certaines tâches restées inachevées. Consciente de notre rôle, nous demandons à nos autorités de continuer à nous accompagner afin de réussir cette mission. Et même si on a réussi plus ou moins à rendre viable le marché, mais en réalité, en ce qui concerne le district de la Chambou, on est encore beaucoup loin. Les trophées Kabila Award ont été remis aux 12 personnalités qui ont marqué l'histoire du marché de la liberté. Qui sont le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable Théophile Mbeba, l'honorable Dr Mkoubiyé, l'honorable Moussa Kalema. Auparavant, des agents du marché qui ont accompli 10 ans de prestations ont eux aussi été récompensés avec des brevets. C'est sous une pluie battante que s'est clôturé les festivités du 10e anniversaire du marché de la liberté Laurent Désiré Kabila à l'esplanade de cet espace de 11 hectares bétonnés avec voirie. Et c'est par ici que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Monseigneur Xavier Valdés, vicaire régional de la prélature de l'Opus Dei en République démocratique du Congo, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de Monseigneur Xavier Hervas, survenu à Kinshasa le vendredi 26 avril 2013. La dépouille mortelle sera exposée au CFA Montcollet à partir du mardi 30 avril à 15h précises. La messe des funérailles sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala le mercredi 1er mai à 10h. Il demande des prières pour le salut éternel de Monseigneur Hervas. Fait à Kinshasa le 28 avril 2013, Monseigneur Xavier Valdés. Monseigneur Xavier Valdés, vicaire régional de la prélature de l'Opus Dei en République démocratique du Congo, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de Monseigneur Xavier Hervas, survenu à Kinshasa le vendredi 26 avril 2013. La dépouille mortelle sera exposée au CFA Montcollet à partir du mardi 30 avril à 15h précises. La messe des funérailles sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala le mercredi 1er mai à 10h. Il demande des prières pour le salut éternel de Monseigneur Hervas. Fait à Kinshasa le 28 avril 2013, Monseigneur Xavier Valdés.